Et là, je ne l'ai pas vu le lendemain. On m'a dit qu'il est mort. Bonjour Lamine, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Paola, je vais très bien. Là, ça va très bien, je veux dire. Ok, super. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te sentir humain? Tout d'abord, je pense que c'est de savoir qu'il y a une personne derrière moi pour qui je suis prêt à tout, qui est ma mère. Le fait de l'avoir, ça m'aide à rester humain. Mais aussi, j'ai traversé pas mal de pays et je pense que je suis un miraculé par rapport à d'autres parce que j'ai eu la chance de croiser plus de bonnes personnes sur ma route que de mauvaises personnes. Donc ces bonnes personnes qui m'ont ne serait-ce que aidé par leur sourire ou un verre d'eau me permettent à rester humain et à savoir qu'il y a des gens humains, donc pourquoi pas moi. Qu'est-ce que tu as réussi à garder de la version de toi enfant? Je pense que, sans me tromper, c'est mon âme d'enfant. Parce que malgré mon âge, je pense que c'est le même Lamine qui était enfant, donc qui a gardé cette âme d'enfant et que je veux toujours garder, quoi. Et est-ce qu'il y a un film ou un livre ou une musique, quelque chose en tout cas qui t'a marqué ou qui t'a aidé dans les moments compliqués de ta vie? Oui. Je pense que quand j'étais plus jeune, en 2004-2005, j'ai vécu des choses très difficiles au Sénégal. Et il venait de sortir une musique de Youssou N'Dour qui s'appelait Boulbayekou. Ok. Ne baisse pas les bras. Donc c'était le moment le plus difficile pour moi parce que c'est le moment que je suis entré en contact avec mon géniteur, comme je l'appelle, et qui m'avait invité dans sa ville et je connaissais personne là-bas. Je vivais pas bien, j'étais pas trop considéré même pour la famille parce qu'ils ne me connaissaient pas. J'ai connu mes demi-frères et tout après. Et mon même géniteur, je l'ai connu à plus de 20 ans. Donc ces périodes de ma vie, cette musique m'a permis de me... Et à part ça, mon premier voyage, c'est quand j'ai eu le bac pour aller à Dakar. Parce que le rêve derrière, c'était de quitter Ziguinchor, quitter la maison familiale. Et pour ça, je ne pouvais qu'avoir le bac pour pouvoir voyager. Donc après Ziguinchor, j'ai vécu une petite partie de ma vie à Dakar, 3 ans, avant de prendre ma route pour l'aventure. Ok. Et donc tu es né pendant le conflit en Casamance. Exact. Quand on est enfant, comment on comprend qu'on vit dans une zone de guerre? Parce que ma scolarité, elle n'était pas comme ceux des autres. Parce qu'il arrivait qu'on parte à l'école et qu'on entend des coups de fusil, des armes, et qu'on nous demande de rentrer à la maison. Il nous arrive aussi de rester pendant 2 ou 3 mois sans aller à l'école parce que c'était, comme c'est une rébellion, c'était une situation de guerre froide, on va dire. Parfois, il y a des tensions, parfois, c'est plus calme. Et quand il y avait des tensions, nous, on était toujours en couvre-feu déjà. À partir de quand j'avais 13-14 ans, tous les jours, à partir de 18h, il y avait couvre-feu. Donc, on n'allait pas aussi à l'école, comme il faut. Je suis un peu renseignée depuis que je te connais, mais je ne savais même pas qu'il y avait une guerre qui a existé dans cette période-là au Sénégal. Donc c'était quoi la raison de cette guerre? En fait, moi je suis né en 1986 et la guerre elle a commencé en 1982. Donc quelques années après la guerre, je suis né. C'était tabou. Nous, les gens, ils n'en parlaient pas. Et parce que de peur d'en parler, nos parents ne nous disaient pas. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était une guerre, c'était même pas une guerre, c'est une rébellion. Et jusque-là, c'est dangereux d'en parler. À l'époque, quand tu en parles, ils peuvent te trouver chez toi pour te séquestrer ou même il y a des gens qu'ils ont tués. Donc, moi, personnellement, après un peu de recul, je me suis dit que c'est comme toutes les guerres. Il y a des gens qui veulent se sentir plus importants que d'autres. Et ils ont voulu accaparer parce que la Casamance, on le sait que c'est là-bas que se trouvent toutes les richesses du Sénégal. Et historiquement, ceux qui ont déclenché la guerre, ils ont dit que la Casamance ne faisait pas partie du Sénégal pas avant la colonisation et que c'est orchestré par la France. C'est-à-dire pour eux, c'est la France qui a pris leur Casamance pour le donner au Sénégal. Et eux, ils se battaient pour récupérer la Casamance pour que ça soit un pays à part entière. Ouais. C'est ouf comment à chaque fois tout part de la colonisation quand même. C'est incroyable. Donc exact. Toi, tu as directement été confronté aux rebelles. Est-ce que tu as déjà été confronté directement aux rebelles? Oui, j'ai été confronté aux rebelles directement et indirectement aussi.
Quand j'ai C'est-à-dire? dit indirectement, parce que j'ai perdu des gens qui ont été enlevés par des rebelles. Et jusque-là, qu'on ne sait pas s'ils sont morts ou ils sont vivants, mais ils les ont enlevés sans qu'ils reviennent. C'était des amis à toi, des camarades? Des connaissances, des gens de mon quartier, des voisins. Et je connais un pêcheur qui était comme un grand frère à moi, qui, quand il est parti à la pêche, ils l'ont attrapé, ils l'ont ramené avec lui jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il était contre les... Il dénonçait? On n'a pas de... Non, lui, il ne dénonçait pas, il n'était pas dans ça. Mais on ne sait pas, peut-être que certains disaient qu'ils attrapaient les gens après pour les former, pour qu'ils soient rebelles comme eux. D'accord. Voilà. Après aussi, j'ai eu la chance de les voir, parce que pour moi c'était une chance. Je voulais découvrir leur visage, parce que quand on nous parlait de rebelles, on nous parlait des gens qui avaient des gris-gris, qui avaient des... Voilà. Et moi, une année, j'étais parti avec ma grand-mère, parce que ma grand-mère, elle faisait du commerce, elle allait cueillir des mangues dans les champs des gens, et après on lui payait par des mangues qu'elle vendait. Ça veut dire, elle venait, elle te cueille tes mangues, tu lui payes 2 paniers de mangues, elle vendait les mangues pour faire les courses pour à la maison. Donc elle partait souvent avec moi, et un jour on était encerclés par les rebelles. Et il faut savoir que cette rébellion a été, en tout cas la plupart des éléments qui étaient là-bas, c'était de l'ethnie Diola. Donc c'est un des ethnies qui est en Casamance, c'est les Diola qui se sentent majoritaires. Et ma grand-mère m'a dit, si on te demande comment tu t'appelles, tu dis Abdou Djedjou. Parce que Djedjou, c'est un nom rebelle. Comme ça, ils ne vont pas nous tuer. Alors moi, je ne comprends pas le Diola, mais ma grand-mère, elle comprenait leur langue. Donc quand on me dit, je me rappelle Kare Sabou en Diola, moi je dis Lamine Djedjou. Donc ça, je pense que ça a contribué à ce qu'ils nous ont rien fait, et aussi la courtoisie de ma grand-mère, parce qu'elle était trop courtoise avec eux. Et nous, on était perdus, on s'est retrouvés dans leur milieu, dans leur camp. Et on a passé, ils nous ont même servi à manger, on a mangé avec eux. Donc ce jour, j'ai rencontré des rebelles. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton contexte familial? J'ai des demi-frères du côté de mon père, j'ai des demi-frères du côté de ma mère. Mais moi, il n'y a personne avec qui je suis... Ça veut dire, j'ai que des demi-frères, j'ai pas de frères. C'est ça. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. C'est les larmes qui sortent toutes seules. J'en ai trop peut-être. Et en fait, j'ai des demi-frères qui sont de même père, même mère. Du côté de mon père et du côté de ma mère, ils sont même père, mais c'est... En fait, moi, je suis un peu seul au milieu. Est-ce que tu peux nous parler de ton père, par exemple, à quel âge tu l'as connu, et pourquoi justement tu n'as pas forcément connu tes demi-frères et tes demi-sœurs? C'est mon père, il est parti quand j'étais jeune, et je pense que je l'ai vu quand j'ai 19-20 ans, pour la première fois. Moi, quand je voulais savoir le pourquoi il est parti, il m'a dit que parce que je n'avais pas les moyens. Et donc cette phrase, ça m'a très déçu, et j'ai appris que c'est une personne irresponsable. Tout ce que j'ai retenu, je l'ai dit, lui, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il est irresponsable. Il n'est même pas conscient de ce qu'il dit. Il m'a dit, j'avais pas les moyens. Et pourtant, ma mère aussi, elle n'avait pas les moyens. Elle pouvait me laisser, elle aussi. J'ai vu ma mère vendre ses bijoux ou ses habits pour payer des fournitures scolaires. D'ailleurs, j'ai jamais eu de fournitures scolaires complètes dans ma scolarité. J'ai jamais eu de cahier de maths, par exemple. Parce que quand on m'écrit une liste de fournitures, je sais que ma mère, elle ne peut pas tout acheter. Donc, je vois français, philosophie, géographie, histoire. Je dis à ma mère, c'est que 3 cahiers, pour ne pas qu'elle soit stressée de ne pas pouvoir m'acheter d'autres cahiers. Donc les stylos, j'en avais presque pas. Comme je disais l'autre jour à Néune, j'étais un vrai piqueur de stylos en classe parce que j'avais pas de stylos. Il suffit, je te dis, prête-moi ton stylo, tu me prêtes, après je remplis parce que je ne pouvais pas en acheter. Voilà, donc ça a fait que j'étais pas l'élève que je pouvais être, peut-être parce qu'il y a des matières que je supprimais parce que j'ai pas les cahiers pour écrire les mathématiques. Et comme j'aimais pas les mathématiques aussi, voilà. Bon, t'inquiète, j'ai détesté les mathématiques. Voilà. C'est ça un peu. Comment tu comprends quand tu es jeune que vous n'avez pas d'argent? C'est quand, par exemple, tu vas à l'école et tu n'es pas sûr de manger à midi. Ouais. En fait, moi, j'allais à l'école
Donc c'est là que tu comprends qu'ils sont un peu supérieurs de toi sur ce plan. Après, tu fais avec. Et l'autre chose aussi, il m'arrivait d'aller à l'école, mais je ne suis pas sûr qu'à midi, je vais manger alors que le soir, je dois retourner à l'école. Et donc, pour trouver le repas, parfois, c'était un luxe pour moi. Et parfois, j'ai peur de ne pas trouver le repas à la maison. Et quand je viens dans le quartier à côté de la maison, je commence à renifler pour savoir si ça sent la cuisine. Et quand ça sent, je suis content, je mange. Et quand ça sent pas, je mange pas. Voilà. Après, j'allais cueillir peut-être des mangues, des oranges, comme on a tout ça là-bas, voilà, pour manger. Mais je faisais tout pour que ma mère ne sache pas que j'ai faim. Voilà, c'est ça. Tu lui disais rien à ta mère? Tu voulais pas lui parler de... Non, je voulais pas qu'elle sache que je manque des choses, parce qu'elle m'a donné... Après, j'ai des amis, on leur donnait de l'argent. Mais chez eux, on ne leur donnait pas l'amour. Et moi, on me donnait cet amour, ma mère et ma grand-mère. Donc ça me suffisait un peu, quoi. Ouais. Des amis, ils avaient plus de moyens que moi sur ce plan. Mais pour moi aussi, j'avais un autre avantage qu'ils n'ont pas. Moi, je peux aller à côté de ma mère qui me caresse ma tête ou ma grand-mère. Et eux, ils ne peuvent pas avoir ce privilège parce que leurs parents travaillent, ils n'ont pas le temps. Et moi, comme mes parents ne travaillent pas, ils ont le temps de s'occuper de moi, mais ils n'ont pas à me donner à manger comme il faut. Mais ce qu'ils m'ont donné, c'est mieux que manger pour moi parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être la personne que je suis. Ouais. Vous êtes la personne la plus solaire que je connaisse de ma vie. Et dans le quartier dans lequel tu vivais au Sénégal, est-ce que c'était un quartier pauvre ou c'est en particulier plus ta famille qui était en précarité? Moi, en fait, déjà dans la ville où on vivait, c'était une ville pauvre parce que quand tu connais un peu la rébellion, il n'y a plus d'activité. Et aussi, tu sais, en général, les pauvres habitent ensemble. Donc, le quartier où j'habitais, il y avait presque, on était plus pauvres. Mais moi, je ne pouvais pas voir leur pauvreté. Eux, pour moi, c'était des riches. Ce qui nous montrait qu'on est pauvres. D'ailleurs, pour voir la différence, les autres, ils habitaient dans leur propre maison. Et nous, on était en location dans une maison qui était construite, je pense, en crintin. C'est de la paille un peu qu'on fait comme ça. Ah oui, d'accord. Après, ils prennent de la boue pour cacher la paille. Donc, quand il pleut chez nous, avant, il n'y avait pas des zincs, de bonnes zincs. De l'eau, ça coulait. Quand il pleuvait, nous, on mettait des seaux pour que l'eau coule là-bas. Et encore, on habitait dans une maison où, tu vois, c'est à côté d'une nappe phréatique, le quartier. L'eau sortait par terre. Donc moi, je pouvais être chez moi, mais mes pieds, c'est pieds dans l'eau, quoi. Parce que quand il pleut, l'eau sortait dehors. Et même pour manger, on était obligé de prendre des parpaings, 3 parpaings comme ça, pour mettre le bol là-bas pour manger. Mais aujourd'hui, avec le recul, je sais qu'on était tous dans un quartier de pauvres. Et aussi, c'était dans un quartier de délinquance, il faut le dire. Donc j'ai grandi dans un quartier où la maman qui n'est pas allée en prison pour prendre son fils, c'est ma mère. S'il n'y a que moi, je n'ai jamais fait de garde à vue là-bas. Et parce que j'avais peur qu'elle meure si elle entend qu'on m'a attrapé et tout. Donc j'ai tout fait pour ne pas trop être dans ça, quoi. Même si j'ai été têtu, j'ai connu la rue un peu. Malgré moi, j'ai connu le rap, j'ai connu aller tout, j'ai connu aller faire des risques avec des amis. Mais je ne pouvais pas taper sur des gens de nature, je ne peux pas taper, quoi. Il faut que tu me tapes pendant 10 fois pour que je tape une seule fois à moi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en quelque sorte, quoi. Et quand tu étais petite, du coup, quand tu vivais avec ta grand-mère et ta mère, c'était quoi tes rêves? Après, je pense que même à l'école, on m'a déjà demandé qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand. J'ai dit je veux avoir de l'argent, on m'a renvoyé. Je pense que c'était en classe de C2. Parce que moi, mon seul rêve, c'était d'aider ma mère, quoi. D'acheter une maison à ma mère, de faire pour ma mère ce que les gens ils ont fait pour leur mère, que je voyais, je disais que quand je serai grand, je veux faire comme eux, quoi. Et de permettre à ma mère aussi de vivre un peu le reste de sa vie comme une personne qui dit « Ah, ça va maintenant ». Je veux entendre cette phrase un jour, elle dit « Ah, aujourd'hui, maintenant, ça va ». Même que ça soit grâce à Lamine ou que ça vienne d'ailleurs, mais je sais qu'elle compte que sur moi. Donc mon seul rêve actuellement, c'est l'aider. Après, oui, aider tout le monde aussi, parce que tout le monde m'a aidé dans ma vie, y compris toi. Mais voilà, mon plus grand rêve, c'est d'aider ma mère. Quand tu étais à l'école et tout ça, est-ce que tu comprenais que tout ce que tu vivais depuis que tu étais jeune, c'était une injustice? Tu sais, moi, mon combat le plus grand, c'est pour faire la justice. L'injustice, c'est ce que j'ai connu en premier de ma vie. L'injustice. Il n'y a pas plus injuste que
tu as une maman et qu'elle soit abandonnée. Elle a vécu l'injustice. Donc cette injustice, je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Moi, c'est injuste que, par exemple, quand je suis petit, je vois mes amis de mon âge être accompagnés de leur papa pour aller, par exemple, à la mosquée. Et moi, je suis seul, j'ai personne. Et ça, c'était trop mal vu. Et c'était injuste de la part de mes amis qui savaient que quand ils me demandent mon père, ça va me faire du mal. Qui me demandaient où est ton père. Tu vois, c'est injuste. Parce qu'ils savaient. Ils ne me demandaient pas pour le connaître. Ils me demandaient pour me casser un peu. Et moi aussi, c'était un peu une honte pour moi. Parce qu'ils vont dire, bah, comment sa mère a fait pour le faire alors qu'il n'a pas de mari et tout. Alors qu'elle en avait, mais c'est le mari qui est parti. Mais tes amis ne peuvent pas le savoir. Et toi, tu ne peux pas leur donner des explications pour leur dire, c'est pas de ma faute si j'en ai pas. Donc, c'est injuste de leur part aussi un peu. Quand tu parles de ton père, tu as l'émotion qui vient directement, et même quand on s'est vu. Oui, quand je parle de lui, je pense que c'est la personne la plus injuste pour moi. Peut-être pas avec les autres. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai traversé la Méditerranée et tout, c'est dû à lui. Cette manque, cette envie de compenser ce que j'avais pas avant. Et ça m'a fait faire de mauvaises décisions. Aujourd'hui, je viens en France pour vivre, je fais la marche. Quand j'étais au Sénégal, malgré que c'était la pauvreté, ma mère ne peut pas voir son fils faire la marche. Donc, j'ai vécu que de l'injustice. Hein. Tout est injuste. Et je vois l'injustice partout. Mais aujourd'hui, avec le recul, je ne vois plus l'injustice partout. Parce que je me dis, c'est fait, c'est fait. C'était injuste, c'est fait, j'ai pu corriger certaines choses. Aujourd'hui, j'ai pas de... Mon père, comme il est injuste, donc si toi tu me fais de l'injustice, mais ça me fait plus mal parce que je l'ai connu. La chance que j'ai, c'est ça aussi. C'est ça qui fait ma force. Même quand je faisais la marche, parfois il m'arrive que des gens ils me parlent mal. Et moi, ça me faisait du bien. Parce que j'ai entendu pire ailleurs. Et que le soir, quand je suis tout seul, c'est ces choses que je pense là qui font le charme de ma vie. Et certains, même quand ils me parlent mal, moi, ils ne savent pas que ça m'aide. Ça me booste encore une fois. Ça me montre que Lamine, tu dois rester sur terre. C'est toi qui suis venu chez eux. Ils t'ont rien demandé. C'est toi qui as vu quelqu'un, tu lui demandes. Elle t'a pas dit, la personne t'a pas dit de lui demander. Donc ça, même je vois plus d'injustice. Ça serait quand j'étais plus petit, si je te demande quelque chose, tu ne me donnes pas, peut-être j'allais voir que tu es injuste ou c'est injuste. Mais tout ce que j'ai connu en première dans ma vie, honnêtement, c'est l'injustice. Déjà, ce que j'ai vécu comme enfant, c'est injuste. Aujourd'hui, je ne veux pas faire des enfants pour le moment parce que je ne veux pas qu'ils vivent la même chose que moi. Donc, pour moi, c'était injuste. Si j'en fais moi aussi et que je fasse comme mon père, je laisse au Sénégal et que je sois dans ma route, je serais injuste, quoi. Donc, pour moi, j'ai grandi dans l'injustice totale. J'ai subi de l'injustice. On m'en a fait chez moi et partout, quoi. Ouais. T'es en colère contre ton père? Non. Au contraire, ça m'a fait plaisir qu'il m'a abandonné. Parce que ça m'a beaucoup aidé. Si j'étais avec lui, je ne serais pas la personne que je suis. Je ne suis pas en colère contre lui. De toute façon, ça ne sert à rien. J'étais en colère contre lui parce qu'il est inconscient de ce qu'il a fait. Donc, non, je n'ai pas de colère contre lui. Je pense que il n'y a personne sur Terre qui j'ai colère. Il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai vécu des choses. J'ai été poignardé, moi. Quand j'étais au lycée, par exemple. Et c'est moi qui lui ai fait. Bah, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est des gens qui se battaient. Et moi, je viens parce que je faisais partie du staff. Et la personne m'a mis un coup. Et moi aussi, je suis parti. À un moment, j'ai dit non, mais c'est injuste ce qu'il m'a fait. Je vais me venger. Je suis venu pour me venger. Il a sorti un couteau. Et je ne sais pas fuir. Il y a des gens qui me disent, fuis, il a un couteau. Je dis non. Je suis resté et il m'a planté. Et je ne lui en veux pas. Quand il était en prison, c'est moi qui l'ai libéré. Attends, raconte-moi cette histoire. Tu vois, il faut comprendre. Lui, il m'a poignardé. Il m'a mis un couteau ici. C'était ici, il y avait 2 cm pour que ça touche mon cœur. J'ai fait, je passe plus de 24 heures dans le coma et j'étais opéré ici. Je peux montrer les cicatrices. Mais après, ils l'ont attrapé en prison et il devait faire un examen. Il y avait des compositions qui venaient. Et moi, je ne voyais pas qu'il soit en prison. Pour moi, ce qui est fait est fait. Et sa mère
je mets ma mère à la place de sa mère qui était venue chez nous pour pleurer, pour qu'on retire la plainte. Mes amis et tout mon entourage, ils n'étaient pas d'accord. Et je suis parti en cachette voir le juge d'instruction. Il m'a dit, donc toi, on t'a poignardé, mais tu es complice, tu dois être poursuivi pour ça. Pour complicité de mon propre truc. Alors, non. Tu peux comprendre. Et ce mec, j'ai pu retirer la plainte et j'ai pu appeler des gens à une médiation pour qu'il soit libéré pour sa mère. Parce que je ne voulais pas que sa mère reste chez elle à pleurer parce que son fils est en prison. De toute façon, ce qui est fait était fait déjà. Il m'a déjà mis le couteau. Peut-être qu'il me l'a mis par peur. Peut-être qu'il me l'a mis, je ne sais pas. Mais ça ne servait à rien de le laisser en prison, de toute façon. Donc, et ça, c'est le fait qu'il m'a mis le couteau aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est ce jour-là que j'ai appris qu'il faut fuir quand c'est chaud. Ouais, c'est ce jour-là que j'ai appris que quand Lamine, tu n'es pas immortel, quoi. C'est là que j'ai compris. Mais tu te rends compte du cœur que tu as quand même? Parce que moi, si un jour on me poignarde, je ne vais pas enlever la plainte. Hein. Je sais pas, mais pour moi, je suis juste normal. Là. Je suis pas gentil. Ah non, c'est pas normal. Peut-être que je suis con, parce que les gens, ils me disent que je suis con. Mais je vais dire quelque chose. S'il était en prison, est-ce que ça va guérir ma plaie? Non, ça va pas guérir, ça va rien changer. Et donc, ça sert à rien qu'il soit là-bas. Alors, il était jeune, il avait mon âge. Ça pouvait gâcher sa vie et qu'il peut pas aider sa famille. Aujourd'hui, je sais qu'il aide sa mère. Parce que lui comme moi, on est ici dans des familles un peu qu'il faut qu'on aide nos parents. Lui aussi, il n'était pas à l'abri. Donc, ça ne servait à rien. Sa mère, elle n'a pas les moyens de lui prendre un avocat. Le seul avocat qui pouvait le libérer, c'est moi et je l'ai fait. Et lui, il ne veut plus me croiser parce qu'il a honte de me voir. Et moi, je veux le voir. Pour lui dire, t'inquiète pas. C'est passé, on était jeunes. C'est comme ça, c'est mon destin. Ça devait arriver dans ma vie, c'est arrivé. Il ne m'a pas tué. Je ne suis pas mort. Et j'en ai appris. Et lui aussi, il en a appris parce qu'il ne va plus le faire. Et est-ce que justement, dans ton envie d'être indépendant et d'aider ta mère, d'aider ta grand-mère et de faire de l'argent, est-ce que ça t'a du coup traversé l'esprit de partir loin de ton village? De ma ville, ouais. Parce qu'on habite dans une grande ville. Oui, ça m'a donné envie de partir. Mais je savais que je ne pouvais pas partir de la maison tant que je n'ai pas le bac. Et dans ma ville, il n'y avait pas d'université. Donc le seul échappatoire pour moi, c'est de tout faire pour avoir le bac et être autonome, vivre dans un campus social avec des potes et sortir quand tu veux, faire ce que tu veux. Et c'est d'ailleurs, quand je suis parti à Dakar et j'étais étudiant, j'ai commencé à trouver des sommes d'argent. Par exemple, à l'université, on m'a donné une bourse d'études de 17 000 francs CFA. Ça veut dire, on va dire, 20 € tous les mois. Mais avant de le donner, les mois précédents, il y a un rappel qu'on te donne. Le rappel, ça me faisait, je pense, vers les 150 €. C'était la première fois que je touche une grande somme à la fois, quoi. Et là, ce jour-là, d'ailleurs, je n'ai même pas dormi au campus parce que j'ai peur qu'on me pique mon argent, quoi. C'était beaucoup. Et je me rappelle, je suis allé dormir comme dans la rue, comme ici, c'est une station, quoi. Je me dis, au moins, ici, les gens, ils ne vont pas savoir que j'ai de l'argent. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec cet argent, j'ai envoyé une partie à ma mère directement et le reste, comme par hasard, je marchais Comme j'ai de l'argent aujourd'hui, je voulais sortir un peu à Dakar parce que moi je suis venu à Dakar, au début je ne sortais pas de l'université parce que j'avais pas de belles chaussures, quoi, des pantalons comme les gens. Je dis mais non, Lamine, arrête de rester ici, quoi. Tu ne peux pas aller là où tout le monde va. Et après ce jour-là, quand j'ai eu l'argent, je suis parti à Koloban dans un grand marché pour acheter des fringues. Mais après, j'ai finalement presque pas acheté des fringues pour moi, j'ai acheté pour vendre. Okay. Et c'est là que je suis devenu commerçant. Ça veut dire j'achetais des fringues pour les vendre à des filles au campus social. Je faisais crédit, tu me donnes la moitié, fin du mois tu me donnes la moitié et tout. Donc je commençais à construire petit à petit. J'ai quitté chez ces tontons, j'ai pris ma propre chambre au cœur de Dakar. Et j'ai commencé à vivre comme tous les étudiants. Et ça marchait très bien dans mon commerce. Et je dis, Lamine, là, tu viens de Ziguinchor, tu es venu à Dakar, ça marche. Si tu vas en Europe, ça va mieux marcher encore. D'où le piège. C'est là j'ai... Mais en fait... C'est là j'ai pris la décision de partir en Europe. Et ça m'a amené des fois. Il n'y a personne déjà. Je suis parti en cachette. Je n'ai pas dit ni à ma mère, ni à personne.
J'avais de l'argent, mais je savais qu'il y a des réseaux de gens, des passeurs, que tu payais de l'argent pour qu'ils t'amènent en Europe. Donc dans le même marché où j'allais acheter des vêtements, c'est là que j'ai pu connaître des commerçants qui me parlaient de l'Europe, prendre les pirogues et tout. À l'époque, c'était de la mode, tout le monde partait et tout. Donc j'ai commencé à partir. Parce qu'on ne part pas directement, on commence à partir. Moi, je suis déjà parti jusqu'en Mauritanie d'abord, avec tout mon argent que j'avais. Monsieur m'a demandé l'argent que j'étais. Je lui ai donné tout l'argent et je ne l'ai plus vu. Donc j'ai pris d'argent. Je suis resté en Mauritanie. J'avais 300 000 CFA. 300 000, je croyais que ça suffisait. Mais un monsieur m'a dit que c'est lui qui va me mettre en contact avec des gens pour m'amener au Maroc. Et donc je lui confiais l'argent pour qu'il puisse dépenser. Le matin, il me donne une somme pour acheter le petit déjeuner et tout. Le reste, il paye. S'il n'y a qu'un seul matin, il m'a acheté le petit déjeuner. À midi, je ne l'ai pas vu. Je dis demain il va venir, demain je ne l'ai pas vu, après-demain je ne l'ai toujours pas vu de ma vie et il est parti avec mon argent et donc il fallait chercher de l'argent en Mauritanie pour retourner au Sénégal. Et donc en Mauritanie j'allais dans les restaurants, là il y a des femmes qui ont des gargotes là-bas. Si quand elles finissent de faire la cuisine, moi tu me payes un plat et je te fais la vaisselle et tu me payes un peu d'argent. Donc là jusqu'à ce que j'ai eu le billet, je suis rentré au Sénégal encore. Mais sauf que je suis rentré au Sénégal pas pour rester, mais pour repartir encore. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ces étapes-là? T'es allé directement au Maroc? Non, après je suis parti à Hambourg, une ville qui est au Sénégal. Et c'est là-bas que j'ai pris la pirogue pour partir au Maroc, mais pas totalement à Agadir, dans une ville qui s'appelle Agadir. Et arrivé à Agadir, moi, je sentais que là, ils vont m'attraper parce qu'ils commençaient à attraper les gens pour les refouler. Donc, j'ai connu une personne, Baba, qui m'a dit là, la seule chose qu'on peut faire, c'est de vivre dans la forêt. Parce qu'il y a une frontière, c'est une forêt, quoi. Nous, on habitait là-bas, on faisait des tentes pour dormir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé après au Maroc? Est-ce que tu as pu travailler pour te faire un peu d'argent ou c'était quoi les autres étapes? Oui, en fait, au Maroc, quand je suis venu, je travaillais. On allait travailler aussi dans les restaurants et même dans les hôtels pour faire les chambres et tout, on te payait. Donc j'ai fait tous les petits boulots possibles qu'on peut faire là-bas. Mais je voulais trouver un peu de sous pour pouvoir envoyer à chaque fois au Sénégal pour que ma mère ne sente pas l'absence là, pour que ça ne dure pas. Mais j'ai eu la chance de pouvoir avoir beaucoup d'argent à un moment de là-bas. Et moi, tu sais, quand j'étais petit, la plupart des quartiers de notre quartier, ils avaient des fauteuils dans la maison, comme fauteuil là. Moi, j'avais jamais connu ça de chez moi. Jusque-là, j'ai jamais connu ça chez moi. Le fauteuil, c'est un luxe, quoi. Nous, on avait des chaises en plastique et tout. Mais mon rêve, c'était d'acheter un fauteuil pour ma mère, quoi. Et donc, au Maroc, j'ai pu trouver beaucoup d'argent et je lui ai acheté un fauteuil. Parce que je disais dans ma tête, mes amis, ce que leur papa faisait, moi je dois faire la même chose. Je pense que même des amis, je leur dis, moi c'est pas toi et moi c'est comme ton père, je vais faire. C'est que ton père il achète des fauteuils chez toi, moi je dois acheter des fauteuils. Et donc toute première fois que j'ai fait pleurer ma mère au téléphone, c'est quand elle a reçu les fauteuils, parce que c'était en semi-surprise, elle n'était pas au courant au début, j'ai orchestré avec quelqu'un. Et ce jour-là, elle pleurait. Et ça m'a beaucoup boosté à partir de ce jour-là. Je me suis dit, c'est le déclic. Ce jour-là, quand elle était contente, je me suis dit, c'est fini, on ne peut plus m'arrêter. Oui, j'ai dit là, c'est fini. J'ai pu acheter un fauteuil. Le reste, je peux le faire. Parce que nous, on n'a pas connu de fauteuil chez nous, quoi. C'est jamais tu peux... Il y a c'est des chaises où parfois, quand on a des visites, des gens un peu... On va emprunter des chaises, même chez nos voisins. Quand tu as des visites spéciales, comme si toi, tu étais venu chez nous, je ne vais pas donner les mêmes bancs, quoi. Je vais demander à des voisins, vous n'avez pas de chaises pour notre visite. Voilà. Donc, la première grande chose que j'ai fait, c'est je lui ai acheté les fauteuils, étant au Maroc. C'est trop chou. Et quand j'ai acheté les fauteuils, il fallait recommencer à zéro aussi à chercher de l'argent. Parce que j'avais mis toute mon économie dans les fauteuils. Et donc, ça a fait que je suis resté longtemps au Maroc, quoi. Okay. Je suis resté, je pense que j'ai fait 2 ans là-bas, oui, entre la forêt et parfois je vais en ville. Mais la plupart du temps, je suis resté dans la forêt où il pleuvait sur nous toute la journée. Voilà, mais on avait quelques sous parce qu'on travaillait, on allait travailler, on gagnait, mais on avait tout sauf un dortoir. Tu prenais tout ce que tu as, comme ça, quand il pleut, tu n'as pas de chance, tu cherches des moyens. Quand il ne pleut pas, tu dis voilà, ça va. C'est quoi la prochaine étape, la prochaine destination? L'objectif, c'était d'aller en Italie. Moi, on m'a fait croire que je vais en Italie.
et pour pouvoir trouver la solution de partir. Parce que jusque-là, tu sais que tu es venu au Maroc, mais il faut trouver un passeur. Un jour, il y a un monsieur qui est venu nous trouver pour nous dire qu'il a un ami. Il nous avait fait croire qu'on va aller en Italie au début. Mais après, il y avait changement, on est descendu en Libye. Avec ce monsieur-là qui disait qu'il faut travailler avec lui pendant 6 mois pour pouvoir te libérer. Mais sauf qu'arrivé en Libye, je ne suis plus libéré et je suis devenu ce qu'on appelle son esclave. Donc la personne qui te fait croire que vous allez en Italie alors qu'en fait vous allez en Libye. Abdoulou, ouais, il s'appelle. J'oublie jamais cette personne. Ouais, on va bien le dire fort, ouais. Ce mec-là, c'est celui, c'était un peu, tu pensais que c'était ton ami, celui qui allait t'aider. Non mais tu pensais avant. Oui, je pensais, oui. Tu pensais que c'était ton ami qui allait t'aider à faire la traversée. Oui. Enfin, tu le payais pour ça. Oui, je le payais pour ça. Alors raconte-moi comment s'est passée la traversée du coup du Maroc à la Libye. La traversée, on l'a fait la nuit d'ailleurs. Ils nous ont mis en cachette dans un petit bateau. C'était la nuit. Mais jusque-là, je ne sais pas combien de temps on a fait en route. Parce que je ne savais même pas si on est lundi ou on est mardi ou la journée a changé. Parce qu'on était dans un endroit où aussi c'était bâché. Ça veut dire nous, on ne voyait rien du tout. Tu sentais que tu es dans l'eau quand tu entends le bruit. Mais tu voyais rien du tout. Tu ne voyais pas la lumière du jour. Oui, je ne vois pas la lumière du jour. Vous êtes combien dans ce bateau? Je pense qu'on était nombreux, je ne me rappelle pas du nombre, mais on était cachés, entassés, mais en cachette pour que si les gardes côtiers nous voient, Italiens, parce que c'est ça qu'ils nous voient, si les Italiens vous voient, on ne va pas passer, donc il faut vous cacher, on nous a cachés. Sauf qu'on n'est jamais parti en Italie, on est parti en Libye. Donc toi, quand tu montes dans ce bateau, tu penses que tu vas en Italie? En Italie. J'étais parti tout content, je vais en Italie, voilà et tout, mais sauf que je suis sorti en Libye. Et quand on est arrivé, c'était Libye. Et pendant cette traversée, donc vous êtes entassés dans un petit bateau, vous êtes nombreux. J'imagine que les conditions doivent être hyper compliquées. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu as vécu dans ce bateau? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quel est le danger en fait dans cette traversée? La traversée, elle était très 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 compliquée et dure. Parce que tu n'es même pas sûr d'arriver. Je vais vous contextualiser, ça ne commence pas de là-bas. Le pire même, c'est quand on a quitté au Sénégal en pirogue pour aller d'abord au Maroc. On était plus nombreux là-bas, c'est une pirogue, mais on était plus de 200 personnes et tout. Et donc, on avait des gens qui ne s'y connaissaient pas trop, ceux qui avaient la boussole et tout. Donc, on était perdus en milieu de mer déjà. Avant d'arriver au Maroc, on était perdus en milieu de mer où on se cherchait. Donc, à un moment, on n'avait même plus de nourriture. Donc, vous savez, quand vous êtes tous ensemble dans un bateau, dans une pirogue, pas beaucoup de place, étroite. En plus, il n'y a pas de nourriture, il y a des tensions. Forcément, les gens s'énervent trop vite. Donc, on a vu des gens qui se sont battus là-bas entre eux jusqu'à ce que certains prennent certains pour les faire plonger dans l'eau. Moi, j'ai vu des gens qui sont partis comme ça devant moi, quoi. Parce que plusieurs fois, je suis resté avec quelqu'un que je ne revois plus le lendemain. Soit il s'est révolté, on l'a tapé, on le jette dans l'eau sans qu'il meure. Parce qu'on disait tout le temps, ceux qui révoltent, ils vont nous retarder. Donc, ils les prenaient, les chefs qui commanditaient la pirogue, ils leur mettaient dans l'eau directement. Certains, ils mouraient de peur. J'ai vu des gens qui sont morts de peur et de faim aussi. Certains, ils mouraient de faim, certains, ils mouraient de peur. Donc, je veux dire, si on avait quitté à 200 pour aller au Maroc, on est arrivé vers les 90 personnes. Oui. Tout le reste, certains, parfois je me pose la question s'ils se sont envolés ou ils sont tous morts parce que je n'ai pas tout vu. Ce qui m'a plus marqué, c'est un des amis avec qui j'ai fait tout mon chemin, qui est un Sénégalais comme moi. Et j'étais tout le temps à côté de lui parce qu'on se donnait des forces, lui et moi, on se complétait. Et donc, on se permettait tous les soirs de raconter des contes. Lui, il raconte 5 contes, moi je raconte 5 contes. Sauf que ce jour-là, on était là le soir, il n'avait plus de contes à raconter. Il commence à raconter mes contes. Je dis, mais non, t'as pas le droit de raconter mes contes. Ça, c'est plagiat et tout. Après, il me dit, non, on arrête. J'ai plus d'inspiration. Demain, je vais raconter des contes, tu vas voir. Je dis, OK. Après, moi, je me suis endormi.
Et là, je ne l'ai pas vu le lendemain. On m'a dit qu'il est mort.